Je m'appelle Lucie Patterson. J'ai 34 ans et je vis en ville. Je n'aurais jamais pensé qu'une seule phrase puisse détruire tout ce que je croyais au sujet de ma famille, mais c'est exactement ce qui s'est passé. J'étais dans l'épicerie, un panier de pommes calé contre la hanche, quand je suis tombé sur mon oncle Victor. Il avait toujours été la personne la plus gentille de notre famille, celui qui remarquait quand les gens étaient silencieux, celui qui se souvenait des anniversaires sans avoir besoin de rappel. Mais ce jour-là, quand il m'a vu, son visage a changé. Il avait l'air nerveux. Il avait l'air presque coupable. Je lui ai quand même souri et j'ai dit, j'ai tellement hâte de participer au mariage de Marc le mois prochain. J'ai enfin trouvé la robe parfaite. L'oncle Victor n'a pas souri en retour. Il a posé une main lourde sur mon épaule, et la pitié dans ses yeux m'a noué l'estomac avant même qu'il ne parle. Sa voix était basse, presque prudente, comme s'il avait peur que les mots eux-mêmes ne me brisent. Pendant une seconde, le monde a cessé de tourner. Les lumières vives de l'épicerie, les chariots qui s'entrechoquaient dans l'allée, l'air froid du rayon des produits frais, tout a disparu. J'ai eu froid partout. Mes mains ont commencé à trembler pendant que je sortais mon téléphone. Là, juste entre les pommes et les oranges, j'ai ouvert les réseaux sociaux et c'était là. Des centaines de photos. Ma mère dans une robe en soie bleue. Mon père levant une coupe de champagne. Mon frère Marc embrassant sa mariée. Des cousins, des voisins, de vieux amis, des gens que je n'avais pas vus depuis des années. Tous riaient, dansaient, célébraient. Tous ceux que j'aimais étaient là. Tout le monde, sauf moi. Ils n'avaient pas oublié de m'inviter. Ils me l'avaient caché. Ils m'avaient effacé. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents après cela, même si je me souviens à peine du trajet. Je ne me souviens pas m'être arrêté au feu rouge. Je ne me souviens pas avoir vérifié mes rétroviseurs ni utilisé mon clignotant. Mon corps était en pilote automatique tandis que mon esprit restait bloqué sur cette photo de Marc dans son smoking. Ma mère, rayonnante dans sa soie bleue, mon père souriant, une coupe de champagne à la main. Ils avaient l'air heureux. Ils avaient l'air au complet. Et je n'étais pas là. Quand je suis engagé dans l'allée, leur maison avait le même aspect que d'habitude. La pelouse était tondue. La lumière du porche était allumée. Les rideaux brillaient d'une lueur chaleureuse de l'intérieur. Cela ressemblait à un foyer. Mais en fixant la porte d'entrée, j'ai eu la nausée. Pour la première fois de ma vie, cette maison ne me semblait pas être un foyer. Elle ressemblait à un endroit où vivaient des étrangers. J'ai coupé le moteur et je suis resté assise là, agrippant le volant si fort que mes articulations en sont devenues blanches. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis dit de rester calme. J'avais besoin de les entendre le dire. J'avais besoin de savoir pourquoi. J'ai monté les marches, j'ai sorti ma clé et j'ai déverrouillé la porte. J'avais toujours une clé, et pour la première fois, je me suis demandé s'il m'en voulait pour cela aussi. À l'intérieur, la maison sentait le poulet rôti. C'était le mardi soir, le soir du dîner de famille. D'ordinaire, j'étais invité. Ce soir-là, mon téléphone était resté muet. Je suis entré dans la cuisine et ils étaient tous là. Ma mère, mon père et Marc étaient assis autour de la table ronde en bois, mangeant comme si de rien n'était. Marc riait de quelque chose que mon père avait dit, mais à la seconde où j'ai mis le pied dans la pièce, les rires se sont arrêtés, pas lentement, instantanément. La pièce est devenue d'un calme de mort, silencieuse. Les fourchettes se sont figées à mi-chemin des bouches. Ma mère a levé les yeux et ses yeux se sont agrandis, mais elle n'avait pas l'air heureuse de me voir. Elle avait l'air agacée, comme si j'avais interrompu une réunion privée. « Lucie » a-t-elle dit d'une voix plate, « nous ne savions pas que tu passais. » Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle ne m'a pas proposé d'assiette. Elle a simplement énoncé le fait comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. Je me tenais près du réfrigérateur, glacé de l'intérieur. J'ai regardé Marc, mais il a détourné les yeux pour se concentrer sur sa purée de pommes de terre. Il ne pouvait même pas croiser mon regard. J'ai vu les photos, ai-je dit. Ma voix était calme, mais elle ne tremblait pas. J'ai vu les photos du mariage. Le silence s'est étiré jusqu'à devenir assez lourd pour écraser la pièce. J'ai attendu des excuses. J'ai attendu que quelqu'un se lève d'un bond et dise « Oh mon Dieu, Lucie, c'était une erreur. » L'invitation a dû se perdre. J'ai attendu des larmes.
J'ai attendu que quelqu'un me serre dans ses bras, m'explique, montre la moindre trace de honte. Rien de tout cela ne s'est produit. Mon père a lentement posé sa fourchette, a bu une gorgée de vin et m'a regardé avec l'expression fatiguée qu'il affichait lorsqu'il pensait que je faisais du cinéma, comme si j'étais un enfant faisant une crise de colère pour un jouet cassé. C'était une petite cérémonie, Lucie, a-t-il dit. Très petite. Il y avait une centaine de personnes sur les photos, ai-je dit. J'ai vu des cousins de l'Ohio. J'ai vu des voisins. J'ai vu le colocataire d'université de Marc. Ça s'est fait très vite, a ajouté ma mère en s'essuyant la bouche avec une serviette. Nous ne voulions pas te surcharger. Tu as été si occupé par le travail. Nous savons à quel point tu es stressé. Stressé? Ai-je répété. C'était le mariage de mon frère. J'ai acheté une robe. Je vous ai demandé la date 3 fois le mois dernier et vous m'avez dit qu'elle n'était pas encore fixée. Marc a enfin levé les yeux, mais il n'avait pas l'air désolé. Il était sur la défensive. Écoute, Lucie, ne fais pas de scène. C'est exactement pour cela que nous avons procédé ainsi. L'effet fut celui d'une gifle. Qu'est-ce que ça veut dire, ai-je demandé. Marc a soupiré comme s'il expliquait une évidence. Tu apportes une certaine énergie, a-t-il dit en agitant la main vers moi. Tu es toujours si intense. Tu ramènes toujours tout à toi. Nous voulions juste une journée paisible. Nous voulions que ce soit simple. Je l'ai fixé du regard. À ce moment-là, j'ai pensé aux 10 dernières années de ma vie. J'ai pensé à la nuit où j'avais conduit Marc aux urgences à 3 heures du matin quand il s'était cassé la jambe, parce que maman et papa étaient trop fatigués pour conduire. J'ai pensé à la fois où j'avais payé la chirurgie dentaire de ma mère parce que papa disait qu'il n'avait pas d'argent liquide sur le moment. J'ai pensé à chaque anniversaire, à chaque fête, à chaque crise familiale où c'était moi qui réparais les choses, payais les factures, apaisais les esprits, résolvais les problèmes et facilitais la vie de tout le monde. Je ramène les choses à moi? Ai-je demandé. J'ai passé toute ma vie d'adulte à m'occuper de cette famille. Tu vois, a dit ma mère en me pointant du doigt. C'est exactement ce que nous voulons dire. Tu le fais en ce moment même. Tu élèves la voix. Tu nous fais culpabiliser. C'est épuisant, Lucie. Nous voulions juste une journée, a dit papa en coupant un autre morceau de poulet. Une journée où nous n'avions pas à nous soucier de ton humeur. Et c'était charmant. C'était très paisible. Puis ils se sont remis à manger. Juste comme ça, ils m'ont écarté. Je suis resté là à les regarder mâcher, et une chose terrifiante m'est apparue clairement. Ils n'étaient pas désolés. Ils ne se sentaient pas coupables. Ils croyaient sincèrement être les victimes de mon intensité. Ils considéraient ma présence comme un fardeau. J'ai regardé autour de la cuisine. J'avais peint ces murs pour eux 2 ans plus tôt. J'avais acheté ce réfrigérateur quand l'ancien avait lâché. J'avais payé le carrelage sous leurs pieds. Je n'étais pas une fille pour eux. J'étais un service. J'étais un appareil électroménager. J'étais utile quand quelque chose avait besoin d'être réparé, payé, organisé ou sauvé. Mais quand venait le temps de célébrer, quand venait le temps de la joie, je gênais. Donc, je suis optionnel, ai-je dit. Ma mère a soupiré. Ne sois pas dramatique, Lucie. Prends une assiette si tu restes, mais s'il te plaît, ne gâche pas le dîner. Je n'ai pas pris d'assiette. Je n'ai pas hurlé. Je suis juste resté là et j'ai laissé la vérité pénétrer mes os. La douleur a commencé à s'estomper, remplacée par une clarté étrange et engourdie. Je les voyais pour la première fois, non pas comme les parents et le frère que je voulais qu'ils soient, mais comme les personnes qu'ils étaient réellement. Ils étaient égoïstes. Ils étaient cruels. Et ils ne m'aimaient pas. Pas de la manière qui comptait. Je ne reste pas, ai-je dit. Très bien, a dit Marc. Ferme la porte en partant. Je me suis donc retourné et me suis dirigé vers la porte. Je ne l'ai pas claquée. Je l'ai fermée doucement. Dehors, l'air de la nuit était frais. Je suis retourné à ma voiture et j'ai levé les yeux vers le ciel. C'était le même ciel qu'avant, mais le monde en dessous avait changé à jamais. Je suis resté assise dans ma voiture pendant un long moment avant de démarrer le moteur. Je n'ai pas pleuré. J'avais dépassé le stade des larmes. Je me sentais vide. Je me sentais comme un fantôme.
Je venais de regarder ma famille m'enterrer alors que j'étais encore vivante. Je ne suis pas rentré chez moi tout de suite. J'ai roulé pendant 1 heure parce que j'avais besoin de rester en mouvement. Si je m'arrêtais, j'avais peur de m'effondrer. Mais la vie a fini par me forcer à avancer. Je devais rentrer chez moi. Je devais dormir. Je devais travailler le lendemain. La vie ne s'arrête pas simplement parce que votre cœur se brise. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Marc. J'ai fixé l'écran et j'ai failli ne pas répondre. Mais une petite part de moi, stupide, pensait que peut-être il appelait pour s'excuser. Vielecht qu'il avait réalisé à quel point cela avait été cruel. Peut-être qu'il avait enfin compris. Alors j'ai décroché. Allô. Salut, Lucie, a dit Marc, enjoué et tout à fait normal, comme si la conversation dans la cuisine n'avait jamais eu lieu. Comme s'il ne m'avait pas effacé de son mariage. Comment ça va? Je suis là, ai-je dit. Qu'est-ce que tu veux, Marc? Waouh, détends-toi, a-t-il ri. J'appelle juste pour prendre des nouvelles. Et en fait, j'ai une faveur à te demander. Une assez grande. J'ai serré le téléphone. Une faveur? Ouais. Bon, tu sais, Sarah et moi n'avons pas vraiment eu de lune de miel, a-t-il dit. Sarah était sa nouvelle épouse. L'épouse au mariage de laquelle je n'avais pas été invité. Les coups du mariage étaient dingues. On est un peu fauché. Il a fait une pause, attendant. Je connaissais cette pause. C'était le schéma habituel. Marc avait un problème et Lucie faisait un chèque. Je suis restée silencieuse. Bref, a-t-il continué pour combler le silence, on se disait qu'on a vraiment besoin d'une pause, juste tous les deux. Et on a pensé, pourquoi ne pas utiliser la maison au bord du lac? Elle est vide en ce moment. La météo s'annonce superbe la semaine prochaine. Alors, est-ce qu'on peut passer prendre les clés? Mon cerveau avait presque du mal à assimiler les mots. Il ne demandait pas à emprunter une tasse de sucre. Il demandait à utiliser une maison de vacances. Ma maison de vacances. L'endroit où j'allais pour respirer. L'endroit où j'allais pour leur échapper. Tu veux utiliser la maison du lac? Ai-je dit d'une voix plate. Pour votre lune de miel. Ouais, ce serait parfait, a-t-il dit. Maman et papa ont dit que ce serait bon. Ils ont dit que ça ne te dérangerait pas, maman et papa ont dit que ce serait bon, ouais. Ils ont dit que c'est une propriété familiale, donc qu'on devrait juste l'utiliser. Ça nous évite de dépenser de l'argent pour un hôtel. Propriété familiale. L'expression a résonné dans ma tête oui une cloche. Marc, ai-je dit, qui paie l'hypothèque de la maison du lac? Je ne sais pas, a-t-il dit. C'est toi qui gères les factures, non? Qui a payé pour le nouveau toit l'année dernière? Toi, j'imagine, a-t-il dit d'un ton impatient. Où veux-tu en venir? Qui paie les impôts fonciers? Qui paie l'assurance? Qui y monte chaque printemps pour nettoyer les gouttières et récurer les sols? C'est toi, Lucie. On sait que tu es douée pour ce genre de truc, a-t-il dit. Écoute, pourquoi rends-tu les choses difficiles? Nous sommes une famille. Ce qui est à toi est à nous, n'est-ce pas? Et c'était là. Le cœur de leur système de croyance. Ce qui était à moi était à nous. Mais cela ne fonctionnait jamais dans l'autre sens. Ce qui était à eux était à eux. Leur bonheur était à eux. Leur fête était à eux. Leur mariage était à eux. Mais mon argent, ma maison, mon temps, mon travail, tout cela appartenait à la tribu. Tu ne m'as pas invité à ton mariage, ai-je dit. Tu m'as dit en face que je n'étais pas désiré. Et maintenant, 2 jours plus tard, tu veux des vacances gratuites dans ma maison. Oh mon Dieu. Tu en es encore là? A grogné Marc. C'était juste un jour, Lucie. C'est une maison. C'est un bâtiment. Ce n'est pas émotionnel. Ne sois pas mesquine. Sarah a vraiment hâte d'y être. Mesquine, ai-je chuchoté. Oui, mesquine. Une punition. C'est ce que tu fais. Tu nous punis parce que tes sentiments ont été blessés. C'est enfantin. J'ai fermé les yeux. Pour la première fois, je voyais clairement la dynamique. Ce n'était pas seulement qu'il ne m'aimait pas.
C'était qu'ils pensaient avoir tous les droits sur moi. Ils pensaient que je leur appartenais. Ils pensaient que j'existais pour les servir. Et ils s'attendaient à ce que je me sente reconnaissante pour ce privilège. Si je disais oui, rien ne changerait. Ils iraient au lac. Ils boiraient du vin sur la terrasse que j'avais payée. Ils dormiraient dans des lits que j'avais faits. Ils laisseraient des déchets derrière eux pour que je les nettoie. Et en repartant, ils penseraient toujours que je suis agaçante. Si je disais non, tout changerait, parce que je n'avais jamais vraiment dit non auparavant. Pas comme ça. Je ne suis pas mesquine, ai-je dit. Je me réveille. Qu'est-ce que ça veut dire, a demandé Marc. Je vais à la maison du lac ce week-end, ai-je dit. J'y vais seul. Mais non, Marc, tu ne peux pas avoir les clés. Tu ne peux pas utiliser la maison. Réserve un hôtel. Maman va être furieuse, a menacé Marc, sa voix devenant plus basse. Elle l'a promis à Sarah. Alors maman peut payer ton hôtel, ai-je dit. Puis j'ai raccroché. Mon cœur battait la chamade comme un marteau contre mes côtes. J'avais le vertige. J'avais dit non. Je leur avais refusé l'accès. Je me suis assise sur mon canapé et j'ai regardé autour de mon appartement calme, terrifié parce que je savais qu'une tempête approchait. Ma famille ne gérait pas bien le non. Ils s'en prendraient à moi. Ils me feraient culpabiliser. Ils m'attaqueraient. Mais sous la peur, il y avait aussi autre chose. Une petite étincelle, un sentiment de légèreté. J'avais tracé une ligne dans le sable. Je me suis levé, je suis allé à mon placard et j'ai sorti ma valise. Je n'allais pas seulement à la maison du lac pour me détendre. J'y allais pour chercher la vérité. Marc avait dit que c'était une propriété familiale. Mes parents agissaient comme s'ils en étaient propriétaires, mais je me souvenais avoir signé des papiers. Je me souvenais de chaque chèque que j'avais signé. J'avais besoin de voir la preuve noir sur blanc. Le trajet jusqu'à la maison du lac prenait 3 heures. D'habitude, j'adorais cette route. J'aimais voir la ville s'effacer derrière moi à mesure que les arbres prenaient le dessus et que l'air devenait plus pur. Mais ce jour-là, j'ai conduit en silence. Pas de radio, pas de podcast, juste le bourdonnement des pneus sur l'asphalte et le son de ma propre respiration. Je suis arrivé juste au moment où le soleil se couchait. La maison était perchée sur une colline surplombant l'eau, un magnifique chalet en forme de A avec de larges fenêtres faisant face au lac. Elle avait l'air paisible, presque innocente. Je me suis garé, j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai déverrouillée. L'air à l'intérieur était rassis après être resté fermé pendant un mois. J'ai allumé les lumières et j'ai regardé autour de moi. J'ai vu le tapis que j'avais acheté dans un vide-grenier. J'ai vu la bibliothèque que j'avais assemblée moi-même. J'ai vu les tasses que j'avais choisies une par une parce que je voulais que l'endroit soit chaleureux. Absolument tout dans cette pièce était la grâce à moi. Mes parents et Marc utilisaient la maison tout le temps. Ils l'utilisaient pour le 4 juillet. Ils l'utilisaient pour les anniversaires. Ils amenaient des amis. Ils la traitaient comme leur club privé, mais ils n'apportaient jamais de provisions. Ils ne réparaient jamais rien. Si une ampoule grillait, ils me la laissaient. Si les toilettes étaient bouchées, ils m'appelaient. Je suis entré dans le petit bureau à côté de la cuisine où le classeur se tenait contre le mur. C'était là que vivait l'histoire de la maison. Mon grand-père avait construit l'endroit, et quand il était mort 10 ans plus tôt, tout avait été confus. Mon père avait un mauvais crédit. Ma mère ne travaillait pas. Marc était à l'université. Il m'avait dit, « Lucie, tu as un bon travail. Tu signes les papiers. On gérera le reste plus tard. On fera un trust familial. » J'avais 24 ans et je leur faisais confiance. Alors, j'ai signé. J'ai ouvert le tiroir métallique du classeur et il a grincé quand je l'ai tiré. J'ai commencé à sortir les dossiers un par un. Hypothèque, assurance, impôts, entretien. Je me suis assise par terre, entourée de papiers, et j'ai commencé à lire. Tout d'abord, j'ai regardé l'acte de propriété. Il datait de 10 ans. Propriétaire, Lucille Marie Patterson. Il n'y avait aucun autre nom. Pas de James Patterson. Pas de Martha Patterson. Juste moi. Ensuite, j'ai regardé les relevés d'hypothèque. 10 ans de paiement mensuel.
Absolument tous provenaient de mon compte courant personnel. J'ai regardé les registres d'impôts payés par mois. J'ai cherché les documents du trust familial dont mon père parlait depuis des années. La maison appartient au trust, disait-il. Nous avons tous des parts. J'ai fouillé chaque dossier et chaque enveloppe. Il n'y avait pas de trust. Il n'existait pas. Aucun avocat n'avait jamais été engagé pour le créer. Aucun papier n'avait jamais été déposé. C'était un mensonge. Une histoire de fantôme qu'il racontait pour me maintenir dans le rang, pour me donner l'impression que je n'étais que la gestionnaire temporaire d'un bien qui leur appartenait en réalité. Je me suis adossé contre le bureau, l'acte entre les mains. Le papier semblait lourd. Il m'avait menti pendant une décennie. Il m'avait laissé payer pour tout, des centaines de milliers de dollars au fil des ans, tout en me convainquant que je n'en étais pas vraiment propriétaire. Il m'avait manipulé pour me faire croire que mon nom sur le papier n'était qu'une formalité, juste une faveur à leur égard en raison du crédit de papa. Mais légalement, aux yeux du monde, c'était ma maison. Ce n'était pas une propriété familiale. Ce n'était pas la suite de lune de miel de Marc. C'était la mienne. Une vague de colère m'a envahi, si brûlante que mon visage en chauffait. J'ai pensé à Marc disant, maman l'a promis à Sarah. Maman avait promis ma maison à Sarah. Maman avait promis mon sanctuaire à Sarah. Ils étaient généreux avec mes affaires parce qu'ils ne respectaient pas ma propriété. Je me suis levé et me suis approché de la fenêtre. Dehors, le lac était sombre et la lune se reflétait sur l'eau comme une cicatrice d'argent. J'ai réalisé que j'avais été la victime idéale. J'étais compétente. J'étais solvable et j'étais désespéré d'obtenir leur approbation. Je payais les factures en espérant qu'ils m'aimeraient. Je réparais le toit en espérant qu'ils diraient « Bon travail, Lucie ». J'avais acheté ma place au sein de ma propre famille, et ce n'était toujours pas suffisant. Ils m'avaient quand même exclu du mariage. Je me suis détourné de la fenêtre et j'ai regardé la pile de papier sur le sol. J'avais besoin d'arrêter d'être une fille. J'avais besoin de commencer à être une propriétaire. J'avais besoin de commencer à être une femme d'affaires. Et je savais que je ne pourrais pas le faire seul. Si je les affrontais uniquement avec mes mots, ils me manipuleraient l'esprit. Ils pleureraient. Ils me traiteraient de folle. Ils diraient que je me souvenais mal des choses. J'avais besoin d'une armure. J'avais besoin de renfort. J'ai sorti mon téléphone. Il était tard, presque 22 heures, mais j'ai envoyé un SMS à mon amie Chloé, j'ai besoin d'aide. C'est grave. Est-ce qu'on peut se parler demain? Elle a répondu instantanément, je suis réveillé. Appelle-moi. J'ai donc appelé Chloé, je me suis assise par terre dans ce bureau, entouré de papiers, et je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé du mariage, des photos, du commentaire sur mon énergie, de la demande pour la maison du lac, du faux trust. Puis j'ai pleuré. C'était la première fois que je me laissais vraiment aller. J'ai sangloté jusqu'à en avoir mal à la gorge. Chloé a écouté sans m'interrompre. Elle m'a laissé m'effondrer. Quand j'ai enfin eu fini, sa voix était ferme. Lucie, arrête de pleurer. Écoute-moi. C'est fini. Tu as fini d'être leur paillasson. Je sais, ai-je reniflé. Non, tu ne sais pas. Tu penses que c'est une querelle de famille. Ce n'en est pas une. C'est de l'abus financier. C'est du vol. Il te faut un avocat. Un avocat contre mes parents? Oui, a-t-elle dit. Tu devais verrouiller tout cela avant qu'ils n'essaient de te le prendre. Tu as dit qu'ils agissent comme s'ils possédaient la maison. S'ils essayaient de falsifier quelque chose? S'ils essayaient d'y squatter? Il te faut un requin, Lucie. Elle m'a donné le nom de Nathalie Cruz. Elle a géré mon divorce. Chloé a dit qu'elle ne plaisantait pas, appelle-la dès demain matin. Le lendemain matin, je ne suis pas allé travailler. J'ai pris un congé maladie, j'ai emballé tous les documents du classeur de la maison du lac dans une boîte, j'ai mis la boîte dans mon coffre, je suis revenu en ville et je suis allé directement au cabinet de Nathalie Cruz. Nathalie était une petite femme avec des lunettes acérées et un tailleur qui semblait pouvoir couper du verre. Elle s'est assise en face de moi à une grande table en acajou. Elle n'a pas offert de thé ni de sympathie. Elle a demandé des faits. J'ai tout exposé, l'acte de propriété, les paiements, le trust manquant, l'histoire de la famille.
Nathalie a parcouru les papiers en silence, ses yeux balayant rapidement chaque page. Elle a pris des notes sur un bloc-notes jaune. Après 20 minutes, elle a retiré ses lunettes et m'a regardé. D'accord, a-t-elle dit. Voici la réalité. Vous êtes l'unique propriétaire légal de la propriété. Il n'y a aucune ambiguïté ici. Les accords verbaux dont parle votre famille, ce trust, n'ont aucune valeur devant les tribunaux. Le trust n'existe pas. J'ai relâché un souffle que je n'avais pas réalisé retenir. Donc ils ne peuvent pas la prendre. Non, a dit Nathalie, mais nous avons un problème. Vous avez établi un précédent d'occupation. Vous leur avez permis d'utiliser la propriété librement pendant 10 ans. Si nous voulons leur en bloquer l'accès, nous devons le faire formellement. Nous devons envoyer une notification. Une mise en demeure et une notification formelle de violation de propriété s'ils se présentent sans autorisation. Nous devons changer les serrures. Nous devons installer des caméras. Cela semble tellement agressif, ai-je dit. Nathalie s'est penchée en avant. Lucie, ils vous ont caché un mariage. Ils essaient actuellement de passer des vacances chez vous contre votre gré. Ils ne vous traitent pas comme un membre de la famille. Ils vous traitent comme une ressource. Vous devez les traiter comme une dette financière. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Les traiter comme une dette. D'accord, ai-je dit. Faites-le. Bien, a dit Nathalie. Parlons maintenant du reste de vos finances. Vous avez mentionné que vous payiez d'autres choses. J'ai dégluti. Les téléphones portables de mes parents, l'assurance automobile de ma mère. J'ai co-signé un prêt pour l'entreprise de Marc il y a 2 ans. Nathalie m'a regardé avec quelque chose de proche de la pitié. Nous avons besoin d'un comptable d'investigation. Je travaille avec un homme nommé Steven Ward. Il va tout examiner. Nous devons vous désenchevêtrer complètement. J'ai rencontré Steven Ward cet après-midi-là. C'était un homme calme avec une calculatrice et un air grave. Nous avons sorti mes relevés bancaires. Nous avons sorti mon rapport de solvabilité. C'était pire que ce que je pensais. Vous payez 4 cents par mois pour un garde-meuble, a dit Steven. Qu'y a-t-il dedans? Les vieux meubles de mon père, ai-je dit. Ils n'avaient pas de place pour eux lorsqu'ils ont déménagé dans plus petit. Steven a cliqué sur sa calculatrice. Vous avez payé près de 5 000 $ par an pendant 10 ans. Cela fait environ 50 000 $ pour stocker de vieux meubles. Je l'ai fixé du regard. 50 000 $. Et ce prêt pour votre frère, a dit Steven en pointant l'écran. Il a manqué 3 paiements cette année. Vous savez que cela nuit à votre code de crédit, n'est-ce pas? Non, ai-je chuchoté. Il a dit qu'il s'en occupait. Il ne s'en occupe pas, a dit Steven. Il saute des paiements, et parce que vous avez co-signé, la banque va s'en prendre à vous ensuite. Il m'a regardé attentivement. Lucie, vous n'êtes pas juste une fille. Vous êtes leur banque. Vous êtes leur plan de retraite. Vous êtes leur filet de sécurité. Et ils vous vident de votre sang. J'ai regardé les chiffres sur l'écran, l'encre rouge, les paiements manqués, l'argent gaspillé. J'ai pensé au mariage, au champagne, au sourire. Ils avaient dépensé de l'argent pour une fête mais ne pouvaient pas payer le prêt que j'avais co-signé. Ils achetaient de nouvelles robes pendant que je payais leur garde-meuble. Ce n'était pas seulement de la négligence. C'était de l'exploitation. Arrêtez tout, ai-je dit. Ma voix tremblait, mais elle était forte. Arrêtez tout cela. Nous pouvons rédiger des lettres, a dit Steven. Nous pouvons vous retirer en tant qu'utilisateur autorisé sur leur compte. Nous pouvons refuser de renouveler la co-signature, mais cela va devenir très désagréable. Ils vont perdre des services. Ils vont recevoir des appels de recouvreurs de dettes. J'ai pensé au visage de ma mère dans la cuisine et à la façon dont ils avaient dit que tout était plus facile sans mon énergie. Qu'il en soit ainsi, ai-je dit. J'ai regardé Nathalie et Steven. Rédiger les papiers. Changer les serrures de la maison du lac. Couper les paiements pour les téléphones et le garde-meuble. Je veux sortir de là. Nathalie a hoché la tête. Nous aurons tout de prêt pour demain. Mais Lucie, sois prête. Quand tu leur couperas les vivres, ils vont paniquer. Ils vont s'en prendre à toi. Je sais, ai-je dit. Un calme étrange s'est installé en moi.
Qu'ils viennent. Je ne suis plus la même personne qu'hier. Quand j'ai quitté le bureau, le soleil brillait et la ville était bruyante et animée. J'ai marché dans la rue et, pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti lourde. J'avais porté ma famille sur mon dos pendant une décennie. Je venais de les déposer par terre. Maintenant, j'attendais seulement qu'ils réalisent qu'ils se tenaient sur leurs propres pieds et qu'ils étaient sur le point de tomber. 3 jours après avoir engagé Nathalie et Steven, j'étais à mon bureau au 14e étage de l'immeuble d'entreprise où je travaillais comme chef de projet. C'était un mardi matin. J'étais nerveuse parce que je savais que les lettres avaient été livrées. Steven avait envoyé les avis. Il avait annulé les cartes de crédit sur lesquelles j'étais utilisatrice autorisée. Il avait envoyé une lettre formelle à la banque concernant le prêt de Marc, déclarant que je ne renouvellerais pas l'accord de co-signature. Nathalie avait envoyé la mise en demeure concernant la maison du lac. J'attendais l'explosion. À 10h15, le phone sur mon bureau a sonné. Ce n'était pas mon téléphone portable. C'était la ligne interne du bureau de sécurité dans le hall. Mademoiselle Patterson, a dit le garde David, j'ai 3 personnes ici qui demandent à vous voir. Ils disent qu'ils sont de votre famille. Ils sont très agités. Mon estomac s'est noué. Ils n'avaient pas appelé. Ils n'avaient pas envoyé de SMS. Ils s'étaient simplement présentés. Ils essayaient de me tendre un piège au travail parce qu'ils savaient que je serais embarrassé. Ils pensaient que je descendrais et leur donnerais tout ce qu'ils voulaient juste pour les empêcher de faire une scène. C'était l'ancienne Lucie. Je n'attends pas de visiteurs, David, ai-je dit en gardant ma voix calme. S'il vous plaît, dites-leur que je suis en réunion et que je ne peux pas descendre. J'ai essayé de leur dire cela, madame, a dit David. Il avait l'air stressé. Il refuse de partir. La femme plus âgée crie qu'elle est votre mère et qu'elle a le droit de vous voir. J'ai fermé les yeux. Je pouvais parfaitement imaginer la scène. Ma mère en mode victime, hurlant sur un agent de sécurité. Mon père derrière elle, les bras croisés, l'air sévère. Marc faisant probablement les 100 pas en cherchant un moyen de passer les tourniquets. J'ai pris une profonde inspiration. David, ne les laissez pas monter. Je vous autorise à les expulser s'ils perturbent le hall. Ils ne sont pas autorisés à cet étage. Compris, mademoiselle Patterson, a dit David. J'ai raccroché et je suis restée assise là un moment, tremblante. Puis quelque chose en moi a basculé. Je ne voulais pas me cacher. Je voulais le voir. Je voulais les voir se heurter à un mur. Je me suis levé, je me suis dirigé vers l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton du hall. Lorsque les portes se sont ouvertes au rez-de-chaussée, le bruit m'a frappé immédiatement. C'est ridicule, criait ma mère. Elle se tenait au bureau de sécurité, le visage rouge. C'est ma fille. Vous ne pouvez pas m'empêcher de voir ma fille. Madame, vous devez reculer, disait David calmement. C'était un homme imposant et il n'était pas intimidé. Mon père pointait du doigt un autre garde. Savez-vous qui je suis? Je suis son père. Je veux parler à votre responsable. Marc m'a vu le premier. Il était près des portes en verre et m'a désigné du doigt, elle est là. Ma mère s'est retournée brusquement et ses yeux ont croisé les miens. Elle ne ressemblait pas à une mère aimante. Elle ressemblait à un prédateur. Elle a marché vers les tourniquets, mais la barrière de verre est restée fermée. Elle ne pouvait pas m'atteindre. Pour la première fois de ma vie, il y avait une barrière physique entre nous. Il ne pouvait pas me toucher. Je me suis approché du côté sécurisé des tourniquets et je me suis tenue là, calme et silencieuse. Lucie, a hurlé ma mère. Les gens dans le hall fixaient la scène. Des cadres en costume s'arrêtaient pour regarder. D'ordinaire, je serais morte de honte. Ce jour-là, je me sentais détaché. Qu'est-ce que cela signifie, a exigé ma mère. Nos cartes ont été refusées. La banque a appelé Marc pour lui dire que tu avais retiré ta garantie pour son prêt. Es-tu folle? Je ne suis pas folle, ai-je dit. Ma voix était calme, mais elle portait clairement dans le hall. C'est juste que j'en ai fini. Ouvre cette grille, a aboyé mon père. Nous devons parler maintenant. Non, ai-je dit. Nous n'en avons pas besoin. Tu as changé les serrures de la maison du lac. A crié Marc.
Sarah et moi y sommes allés en voiture hier et notre clé ne fonctionnait pas. Sais-tu à quel point c'était embarrassant? Nous avions des courses dans la voiture. C'est ma maison, Marc, ai-je dit. Je ne vous ai pas invité. Nous sommes ta famille. S'est lamentée ma mère en saisissant les barres métalliques du tourniquet et en les secouant. Comment peux-tu être si cruel après tout ce que nous avons fait pour toi? Qu'avez-vous fait pour moi? Ai-je demandé. À part m'effacer de votre vie quand cela vous arrange. C'est encore à cause du mariage, a dit Marc avec un rire amer. Passe à autre chose, Lucie. Tu es en train de gâcher la vie de tout le monde pour une fête. Ce n'est pas à cause de la fête, ai-je dit. C'est à cause du vol. C'est à cause des mensonges. C'est à cause des 50 000 $ de frais de stockage, papa. C'est parce que vous m'avez utilisé. Le visage de mon père est devenu blême. Il ne savait pas que je connaissais le montant total. Tu es ingrate, a sifflé ma mère. Tu es une fille égoïste et amère. Madame, a dit David en s'avançant, une main près de son ceinturon. Vous provoquez un trouble à l'ordre public. Vous devez quitter le bâtiment immédiatement, sinon j'appelle la police. Vous n'oseriez pas. A répliqué ma mère. Si, absolument, a dit David. Puis il m'a regardé. Mademoiselle Patterson, voulez-vous que je les expulse? Le hall est devenu silencieux. Mes parents m'ont regardé. Ils s'attendaient à ce que je cède. Ils s'attendaient à ce que je dise « Non, c'est bon. Laissez-les monter ». Ils s'attendaient à retrouver la Lucie qui voulait être aimée. J'ai regardé le visage en colère de ma mère. J'ai regardé l'arrogance de mon père. J'ai regardé l'aplomb de mon frère. Oui, David, ai-je dit. S'il vous plaît, expulsez-les. Ils me harcèlent. Ma mère a le souffle coupé par le choc. Lucie, a-t-elle crié alors que David et deux autres gardes s'avançaient. Tu le regretteras. Tu reviendras en rampant. Je ne pense pas, ai-je dit. Puis je leur ai tourné le dos et je suis retourné vers l'ascenseur. Derrière moi, j'ai entendu le remue-ménage alors qu'ils étaient escortés vers la sortie. J'ai entendu les lourdes portes en verre s'ouvrir et se fermer. Je suis monté dans l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton du 14e étage. Les portes se sont refermées, coupant le son de leur voix. Seul dans l'ascenseur, j'ai regardé mon reflet dans la paroi métallique. Je ne ressemblais plus à une victime. Je ressemblais à quelqu'un qui venait de survivre à une guerre. Quand je suis revenu à mon bureau, mes mains tremblaient encore, mais je ne pleurais pas. Je ressentais une force froide et étrange dans ma poitrine. Ils avaient essayé d'utiliser leurs cris pour me contrôler. Mais dans le monde réel, où existaient des règles, des lois et des agents de sécurité, leurs cris ne fonctionnaient pas. Leur pouvoir n'avait jamais existé que parce que j'y consentais. Et je venais de cesser d'y consentir. 2 jours après l'incident du hall, j'ai reçu un SMS de l'oncle Victor, « Est-ce que je peux passer ?» Juste moi. J'ai quelque chose que tu devais voir. J'ai hésité. Victor était le frère de mon père et j'avais peur qu'il vienne pour me faire culpabiliser. J'avais peur qu'il soit un messager envoyé par le narcissique pour ramener la victime dans sa cage. Mais c'était lui qui m'avait dit la vérité sur le mariage. Il avait l'air triste à l'épicerie, pas malveillant. D'accord, ai-je répondu. 19 heures. Victor est arrivé pile à l'heure. Il paraissait plus vieux que dans mes souvenirs et portait une sacoche en cuir usé. Il ne m'a pas serré dans ses bras. Il a juste hoché la tête et est entré dans mon salon. Il s'est assis sur le canapé, a posé la sacoche sur ses genoux et m'a regardé avec la même pitié que j'avais vue à l'épicerie. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé à ton bureau, a-t-il dit. Es-tu là pour me dire que j'ai eu tort, ai-je demandé en croisant les bras. Non, a dit Victor. Je suis là pour te dire que tu as eu raison. Mais tu n'en sais pas la moitié. Il a ouvert les fermoirs de sa sacoche, et le claquement a résonné dans la pièce. Puis il a sorti une épaisse pile de papier. Certains étaient vieux et jaunis. D'autres étaient des emails imprimés. D'autres encore étaient des notes manuscrites. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. J'étais l'exécuteur testamentaire de ton grand-père au départ, a dit Victor, avant que ton père ne prenne le relais. J'ai gardé des copies de tout et je suis sur la liste de diffusion des emails de la famille depuis longtemps. J'imprime les choses parce que je ne fais pas confiance aux ordinateurs et que je ne fais pas confiance à mon frère.
Il m'a tendu une feuille de papier. C'était l'impression d'un email de mon père à ma mère datant de 10 ans plus tôt, juste après la mort de mon grand-père. L'objet disait « Le problème de la maison du lac ». J'ai lu l'email 3 fois. Ma main a commencé à trembler. Elle a très envie de plaire. Nous la laissons payer les mensualités. Nous lui dirons qu'il s'agit d'un trust familial pour qu'elle n'ait pas d'idée. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas de la simple incompétence financière. C'était un plan. C'était une stratégie. Ils avaient vu mon amour comme une faiblesse qu'ils pouvaient exploiter. Il y a plus, a dit doucement Victor. Il m'a tendu un autre document. C'était une note manuscrite de la main de ma mère. Cela ressemblait à un plan budgétaire, fonds d'études de marque 0. Plan, demandé à Lucie de co-signer les prêts. L'affaire culpabilisée au nom de la solidarité familiale. Retraite, utiliser l'argent économisé en ne payant pas l'hypothèque du chalet. J'ai eu la nausée. Malade physiquement. J'ai dû poser les papiers sur la table basse. Ils ont tout planifié, ai-je chuchoté. Toute ma vie d'adulte. Ils me regardaient et voyaient un compte en banque. Ils voyaient une ressource. Victor m'a corrigé doucement, Lucie, tu étais la personne responsable, la gentille, et ils t'ont puni pour cela. Ils savaient que tu ne dirais jamais non. Des larmes m'ont brûlé les yeux. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ai-je demandé. Pourquoi as-tu attendu 10 ans? Victor a baissé les yeux sur ses mains. Je suis un lâche, Lucie. Je ne voulais pas déclencher une guerre avec mon frère. Et je pensais que peut-être ils t'aimaient à leur manière. Je pensais que peut-être les choses s'arrangeraient. Mais quand ils t'ont caché le mariage, c'était de la pure méchanceté. Ce n'était pas une question d'argent. C'était de la cruauté. Et quand j'ai appris qu'ils essayaient de prendre la maison du lac pour la lune de miel de Marc, j'ai su que je ne pouvais plus me taire. Il a plongé la main dans sa sacoche et en a sorti un dernier dossier. C'est le plus important, a-t-il dit. C'était une projection financière que mon père avait faite l'année dernière. J'ai fixé le papier du regard. Ils allaient vendre ma maison, la maison que j'avais payée, et donner l'argent à Marc. La trahison était si profonde qu'elle ne ressemblait plus à de la tristesse. C'était comme une pierre froide et dure dans mon ventre. Je peux garder ça, ai-je demandé. Oui, a dit Victor. Donne-les à ton avocat. Cela prouve l'intention. Cela prouve que ce n'était pas juste de la négligence. C'était de la fraude. Je me suis levé et me suis approché de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Merci, Victor, ai-je dit. Je suis désolé, Lucie, a-t-il répondu. Il s'est levé, a fermé sa sacoche vide et m'a regardé avec un réel chagrin. Tu méritais de meilleurs parents. Vraiment. Après son départ, je suis resté assis seul avec les papiers. J'ai touché l'email dans lequel mon père disait que j'avais très envie de plaire. Il avait eu raison. J'avais eu envie. J'avais tellement voulu leur amour que j'avais payé pour l'obtenir. Mais en regardant ces documents, j'ai réalisé quelque chose d'étrangement libérateur. Il n'y avait jamais eu d'amour à acheter. Il n'avait jamais été là. J'avais payé pour un produit qui n'existait pas. Je ne perdais pas une famille. Je me débarrassais d'un parasite. J'ai photographié les documents et les ai envoyés par email à Nathalie et Steven. Puis j'ai mis les papiers dans mon coffre-fort. Cette nuit-là, pour la première fois en un mois, j'ai dormi sans rêver. Les répercussions ne prirent pas la forme d'une seule énorme explosion. Ce fut un effondrement lent et progressif. Une fois que Steven eut coupé l'argent, la réalité de leur vie les rattrapa rapidement. La première chose à disparaître fut les téléphones portables. Je payais le forfait familial depuis 6 ans. J'ai annulé les lignes un lundi. Dès le mardi après-midi, j'avais 12 appels manqués sur ma ligne professionnelle provenant d'un numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Puis vint le garde-meuble. J'ai arrêté de payer la facture. L'entreprise de stockage a envoyé un avis à l'adresse de mes parents, avertissant que si la facture n'était pas payée dans les 30 jours, le contenu serait vendu aux enchères. Ma mère m'a laissé un message vocal, la voix aiguë et paniquée, « Lucie, ils vont vendre la commode antique de grand-mère. Comment peux-tu laisser faire ça? Envoie l'argent tout de suite. » Je n'ai pas envoyé d'argent. J'ai supprimé le message. Puis vint le gros morceau,
le prêt de Marc. Parce que j'avais formellement retiré ma garantie et alerté la banque de ses paiements manqués, la banque a gelé sa ligne de crédit. Sa petite entreprise de conseil, qui semblait surtout consister à ce qu'il aille déjeuner au restaurant, ne pouvait pas fonctionner sans ce crédit. J'ai appris par un cousin que Marc avait dû licencier son assistante. J'ai appris qu'il avait dû quitter son bureau luxueux pour retourner dans son sous-sol. Puis les retombées sociales ont commencé. Parce que j'avais les documents de l'oncle Victor, je n'avais plus peur de leurs mensonges. Quand des parents appelaient pour demander pourquoi j'étais si méchante avec mes pauvres parents, je ne discutais pas. J'envoyais juste des captures d'écran. J'ai envoyé à la tante Linda l'email où papa me décrivait comme ayant très envie de plaire et planifié de m'exploiter. J'ai envoyé au cousin Mike le budget qui affichait 0 pour moi et des milliers pour Marc. Le silence qui a suivi ces messages a été assourdissant. Les gens ont commencé à s'éloigner de mes parents. Les cousins de l'Ohio ont annulé leur visite de Thanksgiving. Les voisins ont cessé de leur faire de grands signes. La vérité voyage vite dans une petite ville, et les preuves voyagent encore plus vite. Mes parents ont essayé de sauver les apparences. Ils ont publié des photos de dîner tout souriants sur Facebook, mais j'ai remarqué qu'ils mangeaient dans un snack bon marché au lieu du restaurant de grillade hors de prix qu'ils fréquentaient à mes frais. Ma mère avait l'air fatiguée sur les photos. Ses cheveux n'étaient pas teints. C'est alors que j'ai réalisé que je payais aussi ses rendez-vous chez le coiffeur. 3 semaines après l'incident du hall, je suis passé devant leur maison en voiture. Je ne me suis pas arrêté. J'ai juste regardé. L'herbe était haute. Les parterres de fleurs étaient envahis de mauvaises herbes. Les stores étaient tirés. Cela ressemblait à une maison qui mourait lentement. Sans mon argent et mon travail, l'illusion de leur vie parfaite s'effondrait. Ils se noyaient dans la réalité qu'ils avaient créée. J'ai ressenti un pincement de tristesse parce que je suis humaine et qu'ils sont mes parents. Cela faisait mal de les voir lutter. Mais je me suis souvenu du mariage. Je me suis souvenu de la maison du lac. Je me suis souvenu du plan de liquidation des actifs. Si j'y retournais pour tout arranger, si je payais le jardinier, la facture de téléphone et le prêt, ils ne m'aimeraient pas davantage. Ils recommenceraient simplement à m'exploiter. Alors, j'ai continué à rouler. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre d'un avocat représentant mes parents. C'était une tentative désespérée. Il menaçait de me poursuivre en justice pour maltraitance envers des personnes âgées et détresse émotionnelle. J'ai montré la lettre à Nathalie. Elle a ri. C'est une plaisanterie, a-t-elle dit. Ils n'ont aucun dossier. Vous n'avez aucune obligation légale de les soutenir, et nous avons des preuves de leur fraude. S'ils vous poursuivent, nous ferons une demande reconventionnelle pour l'argent que vous avez dépensé pour le garde-meuble et l'entretien de la maison. Nous les détruirons au tribunal. Nathalie a envoyé une réponse. Elle faisait une page. Elle listait le montant total d'argent que je leur avais donné sur 10 ans, plus de 200 000 $, y compris les paiements de la maison. Elle y joignait l'email de l'oncle Victor. Elle se terminait par une phrase simple, « Mademoiselle Patterson est prête à renoncer à la récupération de ses fonds détournés en échange d'une rupture permanente de tout contact. Si vous poursuivez dans cette voie, nous exigerons le remboursement intégral. » Nous n'avons plus jamais entendu parler de leur avocat. Ils n'avaient pas les moyens de mener un combat juridique et savaient qu'ils perdraient. Leur bluff avait été démasqué. Leur pouvoir s'était envolé. Je pensais que cette lettre marquerait la fin de l'histoire. Mais les narcissiques n'abandonnent pas si facilement. Il leur faut une dernière tentative pour reprendre le contrôle. 1 mois plus tard, j'ai reçu un email de mon père. J'ai hésité à y aller. Je n'avais plus rien à leur dire. Mais Nathalie m'a dit que cela pourrait être utile pour tourner la page. Allez-y, a-t-elle dit, mais prenez un témoin et ne signez rien. J'ai demandé à l'oncle Victor de m'accompagner, et il a accepté. Nous les avons retrouvés un samedi après-midi. Le parc était bondé de familles. Des enfants jouaient sur les balançoires. Des gens promenaient des chiens. C'était un monde lumineux et joyeux, ce qui rendait notre rencontre encore plus sombre. Mes parents étaient assis sur un banc. Marc n'était pas là. Ils n'étaient que tous les deux. Il semblait petit. Les épaules de mon père étaient affaissées. Ma mère paraissait plus âgée. Quand ils m'ont vu, ils n'ont pas souri. Ils ont regardé l'oncle Victor avec une haine pure. «
tu as amené un traître, a craché mon père à son adresse. J'ai amené un témoin, ai-je dit calmement. Je ne me suis pas assise. Je suis restée debout devant le banc. Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons retrouver notre fille, a dit ma mère d'une voix tremblante. Elle a tendu la main vers moi. J'ai fait un pas en arrière. Vous n'avez jamais eu de fille, ai-je dit. Vous aviez un compte en banque. Ce n'est pas vrai. A pleuré ma mère. Nous t'aimons. Nous avons fait des erreurs. Oui. Le mariage était une erreur. Nous sommes désolés. Vous n'êtes pas désolé de l'avoir fait, ai-je dit. Vous êtes désolé de vous être fait prendre, et vous êtes désolé que l'argent se soit arrêté. Nous avons du mal, Lucie, a dit mon père d'une voix rauque. Les factures s'accumulent. Marc est en difficulté. Nous risquons de perdre la maison. Je sais, ai-je dit. J'ai vu l'herbe. Alors, tu vas juste nous regarder couler? A-t-il demandé. Après que nous t'avons élevé, après que nous t'avons donné la vie? Vous m'avez donné la vie, ai-je dit. Et ensuite vous m'avez fait payer pour cela. Vous avez assez pris. Vous avez pris ma confiance. Vous avez pris mon assurance. Vous avez pris mon argent. Nous pouvons arranger cela, a supplié ma mère. Déverrouille juste la maison du lac. Laisse Marc l'utiliser quelques week-ends. Aide-nous avec les paiements du prêt juste pour quelques mois, jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Nous pourrons revenir à la normale. Je les ai regardés et j'ai enfin compris qu'ils n'avaient toujours rien compris. Ils étaient encore en train de négocier. Ils pensaient que le prix de mon amour se résumait à quelques paiements de prêt en plus. Non, ai-je dit. Le mot est resté suspendu dans l'air. Plus jamais d'accès à la maison du lac. Je vais changer les serrures à nouveau la semaine prochaine, juste pour être sûr. Je la mets sur le marché de la location. Des inconnus y dormiront et me paieront. Vous n'y remettrez plus jamais les pieds. Le visage de mon père est devenu rouge. Pas de finances partagées, ai-je poursuivi. Je ne paie pas votre facture de téléphone. Je ne paie pas pour le garde-meuble. Si vous voulez garder ces vieux meubles, vous payez. Si vous ne pouvez pas vous en séparer, tant pis. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux. Et pas de contact. Ne m'appelez pas. Ne venez pas à mon travail. Ne m'envoyez pas de mail. Si vous le faites, j'appelle la police. Tu ne peux pas faire ça, a chuchoté ma mère. Nous sommes tes parents. Je le peux, ai-je dit. Et je le fais. Lucie, s'il te plaît, a dit mon père. Il avait l'air désespéré à présent. Nous n'avons rien. Vous avez l'un l'autre, ai-je dit. Et vous avez Marc. Vous l'avez choisi. Vous l'avez choisi encore et encore. Maintenant, vous devez vivre avec ce choix. Je me suis tourné vers Victor. Je suis prête à partir. Nous nous sommes éloignés. Derrière moi, ma mère a commencé à crier mon nom. Lucie. Lucie, reviens. Des gens dans le parc se sont arrêtés et ont regardé. Un an plus tôt, je me serais retourné. J'aurais couru vers elle pour la faire taire, pour arranger les choses, pour faire cesser la scène. Mais j'ai continué à marcher. Je l'ai laissé crier. Sa voix devenait de plus en plus faible à mesure que je m'éloignais. Quand nous avons atteint ma voiture, je suis monté et Victor s'est assis à côté de moi. « Est-ce que ça va ?» a-t-il demandé. J'ai pris une grande inspiration. L'air semblait pur. Je ne vais pas encore bien, ai-je dit. Mais je suis libre. 6 mois ont passé. C'est l'automne maintenant, et je suis à la maison du lac. Je suis assise sur la terrasse, enveloppée dans une couverture épaisse, une tasse de café chaud à la main. L'air est vif et sent les aiguilles de pin et la fumée de bois. Le lac est une étendue de verre reflétant les feuilles oranges et rouges des arbres. C'est calme. Pendant les premiers mois, le silence m'a terrifié. J'avais été tellement habitué au chaos de ma famille. J'étais habitué à ce que le téléphone sonne pour une crise. J'étais habitué à ce nœud d'anxiété dans mon estomac en me demandant ce dont ils auraient besoin ensuite. Quand tout cela s'est arrêté, je me suis senti vide. J'ai dû réapprendre qui j'étais. Si je n'étais plus celle qui répare, si je n'étais plus celle qui subvient aux besoins, alors qui était Lucie ? J'ai commencé une thérapie.
J'ai commencé à passer du temps avec Chloé et l'oncle Victor. Nous dînons ensemble chaque dimanche. Nous rions. Nous parlons de livres et de films. Personne ne me demande d'argent. Personne ne m'insulte. Personne ne fait ressembler l'amour à une facture que je dois payer. Je réalise que la famille, ce n'est pas le sang. La famille, ce sont les personnes qui vous respectent. J'ai regardé la maison derrière moi. Elle a un aspect différent maintenant. J'ai peint la porte d'entrée en rouge vif. J'ai jeté le vieux tapis que ma mère aimait et j'en ai acheté un nouveau qui me plaisait. J'ai transformé la deuxième chambre, celle que Marc avait l'habitude de s'approprier, en bibliothèque pour moi. J'ai mis la maison en location de vacances sur un site pour certains week-ends. Elle rapporte désormais assez d'argent pour payer les impôts et l'assurance. La maison s'autofinance. Elle n'est plus un gouffre pour moi. C'est un atout. Je n'ai pas reparlé à mes parents. J'ai appris par Victor qu'ils avaient dû vendre leur maison. Ils ont emménagé dans un petit appartement à l'autre bout de la ville. Marc a dû trouver un emploi chez un concessionnaire automobile. Ils s'en sortent. Ils font face aux conséquences de leur propre vie. Ce n'est plus mon problème. J'ai bu une gorgée de café et j'ai regardé un faucon tourner au-dessus de l'eau. Il y a un revirement dans cette histoire, mais il n'est pas bruyant. Ce n'est pas une révélation dramatique avec des cris et des portes claquées. Le revirement, c'est que je pensais que perdre ma famille me détruirait. Je pensais que devenir orpheline, d'une certaine manière, me briserait, mais cela ne l'a pas fait. Couper les ponts a été l'amputation d'un membre gangrené. Cela a fait mal. Cela a laissé une cicatrice, mais cela m'a sauvé la vie. J'ai 34 ans. Je possède ma maison. Je possède ma voiture. Je possède ma carrière. Mais plus important encore, je possède mon histoire. J'ai baissé les yeux sur mon téléphone. Il était silencieux. Pas d'appel manqué, pas de SMS furieux. J'ai souri, j'ai posé le téléphone et j'ai de nouveau regardé le lac. J'ai respiré l'air frais et pur. Voilà à quoi ressemble la paix. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas eu à l'acheter. Elle était simplement mienne.